Chers amis, je vais enchaîner. Alors, évidemment, comme toujours dans les colloques, il y a parfois, c'est difficile de faire des césures très précises entre les thèmes et les intervenants. Donc, il y a certains éléments sur lesquels je vais revenir, mais si on est très bref sur les éléments notamment qui ont été évidemment évoqués par Guillaume Cuchet. Et j'interviendrai aussi un petit peu sur ce qu'a dit M. Toulza, peut-être un petit peu hors sujet, mais ce qui, en tant qu'à la fois historien comme catholique, je voudrais dire quelque chose qui me paraît important. Voilà. Alors, je suis censé, mon sujet qui m'avait été imparti, c'était la résistance catholique aux lois de persécution d'après-guerre. En plus, mon ami et confrère, et néanmoins confrère, ou mon confrère et néanmoins ami, Philippe Maxence, va traiter un sujet sur lequel nos sujets se recoupent. Donc je vais lui laisser beaucoup la parole sur, je dirais, la partie la plus humaine. Et moi, je voudrais essayer de faire une perspective historique, mais qui évidemment m'amène à regrouper évidemment les propos de Guillaume Cuchet. Il faut, je pense, prendre garde que la grande séquence anticléricale qui, si on la prend de 1879 à 1939-1940, puisque la Troisième République a été globalement un régime anticlérical, il y a des séquences qui ne sont pas de la même nature et on ne peut pas mettre l'ambiance de 1920 n'est pas celle de 1914, qui n'est elle-même pas celle de 1901. Il y a une baisse d'intensité de l'anticléricalisme extrêmement importante, et je crois qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. Et surtout après-guerre, parce que 1924, en réalité, la crise de 23-24 ou 24 est une forme d'accident de retour en arrière, mais qui va échouer précisément parce que le contexte n'est plus le même. Le contexte national, le contexte ecclésial, et même le contexte international, parce qu'il va jouer sur le rôle de la papauté. Très brièvement, ce qui s'est passé dans les mentalités, bon, c'est la Grande Guerre, je ne vais pas revenir sur l'avant, mais après la Grande Guerre, il y a un esprit nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Du point de vue personnel politique, politique, la Troisième République reste un personnel anticlérical, on l'a dit, les catholiques n'ont pas accès, le seul tentative c'est Denis Cochin qui est obligé de quitter le gouvernement quelques mois après. Ce qui s'est passé malgré tout, c'est dans les profondeurs du pays, et ça va être important. Ce qui a changé, c'est que 7 millions d'hommes, 7 millions de Français ont en commun d'appartenir à la génération du feu, on est en 1920, et ces gens étaient soit des croyants, soit des laïcs, mais ils sont tous des anciens combattants. Et dans la communion des tranchées, dans les tranchées, il y a un certain nombre de préjugés qui sont tombés. Les anticléricaux ont découvert que les talas, ce qu'elle est, les talamesses, étaient des hommes contre eux, comme eux, ils éprouvaient les mêmes souffrances. Et de même que les croyants, les catholiques, les chrétiens ou ceux des autres religions ont découvert que les gens qui avaient l'habitude de bouffer du curé, eh bien, ils avaient vécu les mêmes choses ensemble. Il y a objectivement une sorte de fraternité d'âme qui va faire baisser la température de l'anticléricalisme. C'est très sensible si on regarde un journal comme la Dépêche de Toulouse, qui a été évoqué tout à l'heure, qui était un journal de Toulouse, clérical, maçonnique, etc. La Dépêche de Toulouse n'a pas la même tonalité avant 14 ou après. Pourquoi? Parce que ces lecteurs n'ont pas forcément envie qu'on bouffe du curé ou qu'on bouffe des gens qui vont à la messe. Parce que, eh bien, ils ont des copains ensemble, ils ont vécu des choses ensemble. C'est extrêmement important. Cette baisse de tonalité va se jouer aussi d'ailleurs sur une autre grande passion triste de la France du début du siècle, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme, les historiens de l'antisémitisme notent que l'antisémitisme a reculé après la Grande Guerre. Pourquoi? Parce que les antisémites eh bien, ont vécu les mêmes choses au front que des juifs, et ils se sont aperçus que c'était des hommes comme eux, et qu'il y avait quelque chose qui les rapprochait. Il y a ce très bel, je veux dire, c'est plus une anecdote, enfin c'est ce petit événement, vous savez, c'est l'histoire ce qui se passe au début, août 14, au tout début de la guerre, un fantassin qui est en train d'agoniser et qui voit une soutane et qui appelle cette soutane parce qu'il veut l'existence d'un prêtre, et la soutane n'est pas portée par un prêtre, elle est portée par un rabbin, puisque à l'époque les rabbins portaient la soutane. C'est le grand rabbin Abraham Bloch, et qui va voir cet homme qui est en train de mourir, et
comme il est un catholique, il va chercher le rabbin, va chercher un crucifix, il lui apporte, et en quelque sorte, le rabbin va aider l'homme à passer dans l'autre monde. Et après, le rabbin lui-même, d'ailleurs, quelques instants après, va être blessé, et il va être assisté par un jésuite qui était là au fond. Donc il y a une sorte de rapprochement. Barès, qu'on a cité tout à l'heure aussi, a publié en printemps 17 un livre important qui s'appelle « Diverses familles spirituelles de la France », où il décrit la scène où on voit il y a à la fois un prêtre, un rabbin et un pasteur qui sont en train de bénir des corps qui sont des corps de combattants qui viennent d'être tués. Et on ignore la religion, on n'a pas le temps, ces hommes sont tués, on ignore leur religion. Et donc ce sont les trois desservants de trois cultes différents qui vont bénir tour à tour, en quelque sorte, ces hommes qui sont morts au fond. Donc ce changement des mentalités va jouer d'une manière extrêmement importante. Après, dès l'après-guerre, l'anticléricalisme ne joue pas le même rôle. Il y a une modification politique qui évidemment va être importante. En novembre 1919, la Chambre passe à droite. C'est une majorité d'ailleurs plutôt relative, mais enfin, Alexandre Millerand, qui est lui-même un ancien ministre socialiste, qui a été socialiste et qui a été ministre de la guerre, pour la tête de ce qu'on appelle le Bloc national, qui est une sorte d'alliance électorale qui va des modérés à la droite conservatrice. Et dans son discours-programme, où il exalte ce qui a été l'union sacrée, affirme que la reconnaissance du fait de la laïcité par les catholiques doit se concilier par la République avec le respect des libertés religieuses. Donc le Bloc national, en novembre 1919, va gagner les élections. Il remporte 433 sièges contre 180 à la gauche. Il faut savoir que la précédente majorité parlementaire de droite datait de 1871. Donc cette majorité de droite va permettre quelque chose de très important, qui est notamment le rétablissement des relations entre la France et le Saint-Siège. Donc l'ambassade de France auprès du Saint-Siège avait été supprimée dans le cadre de la crise anticléricale maximum 1904. Et donc il y a ce moment où il y a aussi le fait que Clémenceau, qui va échouer à l'élection présidentielle en 1920, et va être élu à sa place Deschanel, qui est plutôt un modéré sur le plan de l'anticléricalisme. Et en janvier, même Millerand lui-même va remplacer Clémenceau à la présidence du Conseil. Et donc c'est Millerand qui va solliciter de la Chambre l'ouverture de crédit en vue du rétablissement de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Donc un diplomate, Jean Doulcet, est envoyé, Guillaume Puchet l'a cité tout à l'heure, est envoyé à Rome pour négocier la réouverture de cette assemblée. Dans ce contexte-là, on est en mai 1920, où il y a la canonisation de Jeanne d'Arc, c'est une canonisation qui se passe à Rome, et à cette cérémonie va assister le général de Castello, on en reparlera tout à l'heure, et 80 parlementaires français, l'historien Gabriel Hanotaux représentant le gouvernement, c'est-à-dire que la France officielle est au Vatican. L'impact psychologique de l'événement est énorme, et c'est quelque chose qui était impensable pour le coup avant la guerre. Donc, le fin mai 1920, Doulcet et le cardinal Gaspari, qui est le secrétaire d'État de Benoît XV, on est encore sous le pontificat de Benoît XV, parviennent à un accord en 5 points qui prévoit notamment le fait que la France veillera à la protection des intérêts catholiques au Liban, en Syrie, à Constantinople et en Extrême-Orient, et que le Vatican s'engage à ne pas contester la législation française en matière de culte, d'enseignement et de droit d'association. C'est une forme de reconnaissance, en quelque sorte, même si la question des cultuels est gelée pour l'instant, mais il y a une sorte de rapprochement qui se fait à ce moment-là entre la République et le Saint-Siège, c'est-à-dire l'Église. Le Saint-Siège a fait des concessions, mais la République en a fait également.
Donc les crédits sont votés en 1920 et l'ambassade de France auprès du Saint-Siège rouvre en 1921. Il faut rappeler que c'est quand même assez important, c'est qu'il y a un rôle évidemment moral important du Saint-Siège, mais qu'à cette époque-là, en droit international, le Saint-Siège n'est pas encore un État. Il faut attendre les accords du Latran 1929 pour que le pape devienne vraiment un chef d'État au sens du droit international. Enfin, on était dans un paradoxe tout à fait considérable, à savoir que l'Angleterre anglicane ou l'Allemagne protestante avait des représentants auprès du pape, tandis que la France n'en avait plus. Ou le Japon shintoïste avait un représentant auprès du pape, tandis que les catholiques français, en quelque sorte, n'étaient pas représentés, si ce n'est évidemment sous la forme de hiérarchie ecclésiastique, mais du point de vue de l'État. Donc cette lacune, en quelque sorte, cette anomalie, est réduite. Il y a la question des associations cultuelles, ça a été dit, il faut le rappeler, c'est un petit peu compliqué, c'est très technique, alors on ne peut pas entrer dans les détails, mais la loi de séparation de 1905 prévoyait que les biens soient gérés par des associations dites cultuelles, c'est-à-dire des associations qui en fait étaient des associations de laïcs. Pie X a, on l'a dit, tordu le bras de l'épiscopat pour dire non, on ne fait pas, on ne constitue pas ces associations parce que ces associations, en fait, ont été coupées de la hiérarchie ecclésiastique. C'est une époque où la notion du laïcat n'est pas répandue comme elle était aujourd'hui dans l'Église, et donc quelque chose qui soit une association uniquement laïque sans un clerc, c'était quelque chose qui était guère concevable à cette époque. Donc, on arrive à cette. Il y a de ces années-là à une discussion qui va aboutir donc à un nouveau compromis, des négociations qui s'engagent au sujet donc du statut des propriétés ecclésiastiques. Et donc, ces négociations qui s'ouvrent en 1920 vont aboutir en 1923. On est alors avec un nouveau pape, Pie XI, qui a succédé en 1922 Benoît XV. Et donc, on admet un accord sur les associations cultuelles qui vont entrer dans le cadre de la législation française. Simplement, on va les appeler des associations diocésaines, qui, par un statut assez complexe du point de vue du droit français, mais c'est-à-dire que le droit français reconnaît que ces associations sont de droit présidées dans chaque diocèse par l'évêque. Donc il y a à la fois un mélange, je dirais, de droit canon et de droit français qui se mélange, qui permet un accord entre l'Église et l'État et la République sur la gestion des biens de l'Église. Tout cela va être évidemment confirmé par l'encyclique Maximam Gravis Atque de Pie XI en janvier 1924. Alors on arrive à cette année 1924 où devait commencer mon propos. Mais ce que j'ai dit avant ne peut pas. Il faut en tenir compte parce qu'en fait, on va avoir une nouvelle offensive anticléricale en 1924, mais en fait, elle va échouer. Elle va échouer, pourquoi ? Et à mon sens, très largement parce qu'à la fois dans la classe politique française et au sein de la population française, l'anticléricalisme ne joue plus le rôle de ciment qu'il a joué dans les années 1900. On a donc des élections législatives qui doivent avoir lieu en mai 1924. Et il y a donc depuis 1922, Poincaré est le président du Conseil. Poincaré qui est un homme qu'on classerait aujourd'hui au centre droit, comme ça me paraît. Les partis de gauche donc, qui ont perdu les élections en 1919 militent à la fois contre la politique financière de Poincaré, au nom de la lutte contre les puissances économiques, ça a été cité tout à l'heure par Guillaume Cuchet, et puis aussi au nom de sa politique anti-allemande. Voilà, il y a à gauche, il y a une sorte de volonté déjà de réconciliation entre les peuples, de réconciliation franco-allemande, et trop d'intransigeance va être jugé comme négatif. Là-dessus, radicaux et socialistes vont essayer de ranimer l'anticléricalisme.
Alors, pourquoi ce réveil de l'anticléricalisme? Parce que juste après-guerre, il y a des communautés religieuses qui avaient été chassées à partir des lois de 1901, 1903, 1904, qui sont revenues en France. C'est évidemment c'est un effet du fait que les religieux ont répondu à l'appel de la mobilisation en 1914. Mais cet élément est jugé évidemment extrêmement dangereux par la gauche, notamment avec la crainte que les religieux jouent de nouveau un rôle sur le plan scolaire, parce que la question scolaire reste le brandon, et restera toujours, et d'une certaine manière est encore la question ultime pour les ultralaïcs, pour laquelle la notion pour laquelle l'œuvre scolaire doit par définition être simplement l'œuvre de l'État et non pas une œuvre privée, et l'Église étant dans ce point de vue-là par eux jugée comme une entreprise privée. Les candidats de gauche, pendant la campagne électorale, réclament l'expulsion de ces congrégations qui sont revenues de manière pas complètement légale, mais on a une situation qui est un petit peu, du point de vue du droit, qui est floue, puisque les lois anti-congrégation ont été suspendues par le décret Malvy au tout début de la guerre de 14, mais il n'y a pas de nouvelles, mais elles n'ont pas non plus été totalement abolies non plus. Voilà. On est dans une situation, ça suscite, les candidats du cartel de gauche réclament l'expulsion des congrégations, la suppression de l'ambassade au Vatican, et troisième point, ça a été dit, l'introduction de la législation laïque, de la séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État, en Alsace, c'était dans le département Bas-Rhin et Haut-Rhin, et dans le département de la Moselle, les trois départements qui étaient restés sous statut concordataire du fait que, ça a été dit, ils avaient échappé à la laïcisation du fait de leur appartenance à l'Allemagne de 1871 à 1918. Au premier tour des élections de 1924, en fait, c'est la droite et le centre qui l'emportent en nombre de voix, mais au second tour, les divisions de la droite et du centre, les retraits de certains candidats et la pré-majoritaire va donner la majorité absolue au cartel des gauches à la Chambre. Édouard Herriot devient président du Conseil et c'est l'indéboulonnable maire de Lyon, figure de la gauche la plus républicaine. En même temps, personnellement, il y a un petit peu travaillé sur la question. Je ne pense pas que c'est à cette époque-là il a plus pris cette position pour ne pas être lâché par sa base, en quelque sorte, qui était plus loin que lui, mais il voulait pas être précédé par sa base. Il prend cette position. Je ne crois pas que ça répondait à des convictions intimes chez lui, d'une nouvelle politique anticléricale. Donc, dans sa déclaration ministérielle, 17 juin 1924, il annonce la suppression de l'ambassade du Vatican, l'expulsion des religieux qui sont rentrés en France, et l'application de la loi de séparation aux trois départements revenus dans le giron national. Alors, en Alsace surtout, ça va susciter une énorme mobilisation populaire, puisque, Guillaume Cuchet a dit tout à l'heure, en fait, l'Alsace est un bon laboratoire de ce qu'aurait pu être la France sans séparation de l'Église et de l'État. La population, le taux de pratique religieuse, l'Alsace est une région de France où le taux de pratique religieuse est encore important. Et puis il y a la loi Fallou est toujours en vigueur, c'est-à-dire que l'enseignement de la religion fait partie des programmes scolaires à l'école publique. Donc il y a une culture propre à l'Alsace qui est très marquée et qui va susciter une très grande mobilisation en Alsace même. Ce qui fait d'ailleurs, par parenthèse, que les candidats du Bloc des gauches en Alsace, puisqu'il y a eu des candidats du Bloc des gauches dans toute la France, les candidats du Bloc des gauches, dans leur déclaration électorale, avaient totalement masqué le troisième point réclamé par Herriot, c'est-à-dire l'application de la loi de séparation. 5 jours après la déclaration d'Herriot, il y a une sorte la région Alsace s'enflamme. Il y a 675 municipalités et conseils généraux qui adoptent des motions exigeant le maintien du statut concordataire. 675, c'est un chiffre considérable.
Revendication qui est relayée aussitôt par des pétitions populaires et des rassemblements publics qui, de Strasbourg à Mulhouse, il y a des rassemblements de dizaines de milliers de personnes qui protestent contre le projet d'appliquer la loi de supprimer le concordat à leur département. Et en fait, cette mobilisation populaire en Alsace va suffire à faire taire, Herriot va reculer, et le gouvernement, en plus on était dans une situation assez complexe, il fallait reconquérir l'Alsace où, en dépit de toute la propagande, malgré tout, toute Alsace n'était pas forcément pro-française. Il y a aussi une partie des Alsaciens qui, au fond, avaient pas si mal vécu que ça en étant citoyens allemands. Ça peut nous peiner, mais c'est comme ça. Et donc, c'était déjà très compliqué, en quelque sorte, de renouer, de réintroduire ces trois départements dans le giron français. Et donc, le gouvernement va renoncer et n'aborde plus la question. C'est à ce moment-là, par ailleurs, que sur le plan de la question, l'autre point du programme Herriot théorique, qui est l'expulsion des religieux, et c'est là où va y avoir la mobilisation des religieux qui ont été des anciens combattants. Donc, pendant l'été 1924, l'abbé Berger, qui est un héros de la Grande Guerre et député de la Gironde, va créer la Ligue des prêtres anciens combattants. Puis Dom Moreau, un prêtre de l'abbaye de Légugé, Saint-Martin de Légugé, qui est un monastère bénédictin, qui avait été exilé en Belgique en 1901, qui est revenu dans la Vienne en 1922, va fonder, de concert avec le père Doncker, qui est jésuite, la Ligue des droits du religieux ancien combattant, la DRAC. Philippe Maxence vous parlera de tout ça plus dans le détail que moi. Un chiffre qu'il faut quand même rappeler, ça a été dit tout à l'heure, mais en 1914, 25 000 prêtres et séminaristes ont été mobilisés et 9 000 religieux. Le conflit, à la fin du conflit, l'Église a donné des chiffres que j'arrondis. Le nombre de tués, 1800 prêtres ont été tués entre 1914 et 1918, 1300 séminaristes et 1500 religieux. Donc, octobre 1924, tout ça, Philippe Maxence en parlera plus en détail, c'est la fameuse lettre du père Doncker. Nous ne partirons pas un homme, pas un vieillard, pas un novice, pas une femme ne repassera la frontière, cela jamais, nous resterons tous, nous le jurons, sur la tombe de nos morts. Donc ce sont les slogans de la DRAC, on vous en parlera tout à l'heure, nous ne partirons pas, qui vont jouer et victorieusement, puisque au bout de quelques semaines, Herriot va être contraint de réaffirmer la validité de la circulaire Malvide d'août 14 qui donnait aux religieux le droit d'être sur le sol, qui avait suspendu en quelque sorte les lois expulsant les congrégations. Donc après les Alsaciens, ce sont les religieux qui ont fait reculer le gouvernement. Il y a par ailleurs à ce moment-là quelque chose de très important qui va se jouer autour du général de Castelnau, qui a perdu 3 fils à la guerre, qui aurait pu, vous le savez, être récompensé du bâton de maréchal. Ses dissentiments avec Foch l'ont empêché, le fait aussi que Clémenceau ne l'aimait pas trop parce que c'était le capucin botté, donc le catholique d'un bloc de catholicisme qui ne plaisait pas à Clémenceau. Castelnau est député du bloc national en 1919, il a été battu en 1924, mais il bénéficie évidemment d'un immense prestige qui est lié aussi à cette figure de père de famille qui a perdu 3 fils à la guerre, évidemment c'est considérable. Et c'est en octobre 24, au moment des menaces gouvernementales, l'Assemblée des cardinaux archevêques va le charger de mettre sur pied une organisation de défense religieuse. Il va donc créer la FNC, Fédération nationale catholique, dont l'Assemblée constitutive a lieu en février 1925. Alors la Fédération nationale catholique recrute ses orateurs parmi des personnalités de tout genre, qui tiennent un discours religieux, mais dont la sensibilité politique couvre un spectre assez large, je dirais, de la démocratie chrétienne à la droite conservatrice. La FNC, c'est une organisation de masse. Elle comptera près de 2 millions d'adhérents.
La seule année 1925, elle tient 15 000 conférences en France et va rassembler des foules immenses dans des rassemblements. Il est vrai dans la région de fortes pratiques religieuses, hein, ce sont des grands meetings, c'est pas le terme qu'on emploie encore l'expression, mais 80 000 personnes à Nantes pour des réunions publiques, 50 000 à Angers, 45 000 à Rennes, 45 000 à Vannes, 50 000 à Nancy, 70 000 à Nice. À Lille, pardon, lapsus. Donc la FNC, c'est une organisation de masse, très important. En 1925, il y a un changement politique, c'est le radical Paul Painlevé qui forme le gouvernement, et dans sa déclaration ministérielle, Painlevé s'engage à maintenir l'ambassade auprès du Saint-Siège et à préserver le statut concordataire de l'Alsace et de la Moselle. Donc, moins d'un an après avoir remporté la majorité à la Chambre, le cartel des gauches renonce à sa politique anti-religieuse. Ce qu'il y a contraint, évidemment, c'est la détermination des catholiques. La détermination des catholiques, que ce soit celle des religieux, le Père Doncoeur, etc., que ce soit celle de la mobilisation des Alsaciens. Il y a aussi, et ça j'en suis persuadé, un élément qui a joué, c'est que l'opinion, et même l'opinion de gauche, suivait moins le gouvernement. D'abord, pourquoi la raison la plus évidente, qu'on pourrait avoir tendance à oublier, pourquoi l'anticléricalisme baisse-t-il d'intensité? Mais tout d'abord, c'est qu'au départ, il a atteint ses buts. Il a atteint ses buts. Si vous prenez les buts de l'anticléricalisme qui avait été énoncé par Gambetta en 1877, c'était la séparation de l'Église et l'État. C'est fait, personne ne la conteste. Enfin, il y en a qui la contestent, mais ils n'ont absolument pas les moyens de l'employer. C'était la laïcisation de l'école, c'est fait. C'était le renvoi des congrégations, là on est dans une situation mixte. Enfin, donc globalement, il n'y a plus de budget des cultes, par définition. Enfin, l'anticléricalisme a atteint ses buts. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, je pense qu'elle joue psychologiquement, ça, je l'ai dit tout à l'heure, la fraternité des combattants de 14-18, qui ont vu que, voilà, on pouvait se parler. Et puis, il y a sûrement une forme, je dirais, de laïcisation de la société qui a commencé à cette époque-là, enfin, par définition, et qui joue sur une laïcisation des esprits. Sécularisation des esprits, sécularisation de la société, sécularisation de notre monde. Alors on peut le déplorer, mais l'historien, il est là pour constater, il n'est pas là pour déplorer. Et Palais Bourbon, Poincaré, par exemple, au Palais Bourbon, dans un discours au Palais Bourbon le 7 mars 1924, Poincaré définit la laïcité comme la garantie légale de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle définition de la laïcité qui s'affirme côté républicain, qui est moins anticlérical, mais parce que l'anticléricalisme a atteint ses buts. Donc il y a une évolution du côté de l'État, de la République, mais aussi une évolution du côté des catholiques français. Le rétablissement de l'ambassade au Vatican a été atteint. Les congrégations, au fond, elles reviennent de façon plus ou moins subreptice, même si la question sur le plan législatif ne se jouera vraiment que sous Vichy. Il y a eu l'accord sur les diocésaines, il y a un accord qui a été ratifié par une encyclique pontificale, donc tout ça a éclairci l'atmosphère. Et puis le Saint-Siège aussi aspire, c'est important du point de vue de l'histoire longue et de l'histoire de l'Église, aspire à la normalisation de ses rapports avec la France. Alors évidemment, sur le plan théorique, sur le plan des principes, l'opposition entre la laïcité républicaine et la théologie de Pie XI reste aussi irréductible que sous le pontificat de Pie X. En 1925, il y a l'encyclique Quas Primas dans laquelle le pape défend la royauté sociale du Christ et dans laquelle il dénonce le laïcisme comme la peste de notre époque. Ça, c'est la théorie, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais c'est la théorie. Dans la pratique, c'est un petit peu plus subtil que ça. Un petit peu plus subtil que ça, pourquoi? D'abord parce que Pie XI, Pie XI a une autre vision qui n'est plus celle, on pourrait dire, c'est peut-être une forme d'un autre, c'est le deuxième ralliement, je vais en dire un mot après, mais c'est celle
Donc Pionge veut catholiciser la société, évangéliser la société par l'action catholique. Il pense que les catholiques doivent avoir une présence dans la cité, mais pour lui, c'est ce qu'il appelle l'action catholique. Donc il ne souhaite pas que la défense de la religion prenne un tour purement politique, et il ne le souhaite pas non plus parce qu'il y a des accords qui dépassent pour le coup la situation de la France. Il se trouve que Aristide Briand devient président du Conseil en 1925. Briand qui était l'homme qui pourtant a porté la loi de séparation en 1905, mais Briand qui va rester ministre des Affaires étrangères jusqu'en 1932. Or, Briand est l'homme qui met en œuvre une politique étrangère, réconciliation franco-allemande, soutien à la Société des Nations, qui correspond aux vues du pape Pie XI. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de connivence objective entre la vision de l'Europe de Pie XI et la vision de l'Europe d'Aristide Briand. Et sur le plan de la société française, à l'intérieur, pour le pape, la présence de l'Église est affirmée par l'action catholique. Et l'action catholique, pour Pie XI, si Pie XI n'a jamais mis d'opposition à la Fédération nationale catholique de Castelnau, c'est parce que dans l'esprit de Pie XI, la FNC est une branche, en quelque sorte, une expression de l'action catholique. Cette stratégie va conduire Pie XI en 1926 à condamner l'action française. Parce que l'action française, c'est l'opposition radicale de principe au régime républicain. Alors, la condamnation de l'action française, c'est plus complexe que ça. C'est pas tient pas uniquement à des raisons politiques, il y a des raisons évidemment aussi religieuses. D'abord, il y a des textes de Maurras qui avaient été mis dans l'index par Pie X, qui pourtant était très favorable à Maurras, mais qui avait été mis à l'index dès 1914. Mais le pape avait demandé que ce ne soit pas rendu public. Il y a un problème religieux qui est l'ascendant moral exercé par Maurras sur toute une partie de la jeunesse catholique, alors que c'est un homme qui est extrêmement respectueux de l'Église catholique, mais qui est lui-même personnellement agnostique, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions. Et puis il y a la question du politique d'abord, où commence ou s'arrête le politique d'abord, formule de l'action française, qui pour un catholique pose un certain nombre de questions. Mais donc de ce point de vue-là, il y a une forme de... L'expression a été rappelée par Guillaume Tuchet tout à l'heure, il y a une sorte de nouveau ralliement, si vous voulez, parce que dans la pratique, Pie XI n'est pas dans une perspective d'opposition radicale à la République française, parce qu'elles ne sont pas dans les intérêts de sa politique étrangère et pas dans les intérêts de sa vision de la société. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu la mobilisation des catholiques qui a fait échouer évidemment la vision anticléricale de 1924, le renouveau anticlérical, mais ce renouveau anticlérical a été mesuré du côté lui-même de la classe politique, comme je l'ai dit. Je voudrais... Alors, je vais ici, c'est Philippe Maxence qui doit me poursuivre. J'ai personnellement beaucoup d'admiration pour la traque, pour ce combat-là, qui est un combat de mobilisation, un combat militant, et je respecte beaucoup ce combat-là. Comme historien et comme catholique, il y a quand même un certain nombre de questions qui, à mon sens, qui sont des questions ouvertes, que j'ouvre. La question ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par M. Toulza, des positions de Benoît XV pendant la guerre de 14. Si vous voulez, on a été dans une période d'hyper-patriotisme, d'hyper-nationalisme. On a parlé tout à l'heure de religion du patriotisme. Cette expression de religion du patriotisme, je suis personnellement patriote français, mais cette expression de religion du patriotisme me gêne en tant que catholique. Parce qu'on peut avoir le respect de la patrie, on doit la servir, mais la patrie n'est pas Dieu. La patrie n'est pas Dieu. On est dans une période, mais c'est toute l'Europe qui est comme ça. Toute l'Europe qui est comme ça, cette période, la grande séquence autour de la Grande Guerre, une période où il y a une sorte où les passions terrestres, les intérêts nationaux, qui pouvaient être des intérêts parfaitement légitimes, attention, hein, bien sûr, et je ne mets pas l'agresseur et l'agressé en 14 sur le même plan.
mais une sorte d'obscurcissement de la pensée catholique, je pense, à cette époque-là, où très rares sont les gens qui se sont posés des questions sur l'après. Et les défenseurs, je pense que Benoît XV, alors on pouvait discuter de l'opportunité ou pas. D'ailleurs, de toute façon, après 1917, Benoît XV a renoncé à lancer des appels à la paix parce qu'il a vu que la diplomatie pontificale ne marchait plus dans cette période d'hyper-nationalisme dans toute l'Europe. Enfin, la question de Benoît XV posait des vraies questions. Et les gens étaient rares étaient les voix qui étaient prêts à l'écouter. Il y a des paradoxes de ce point de vue-là. Il y a une personne qui, pourtant on a cité son nom tout à l'heure, Charles Maurras, le maître de l'Action française, l'hyper-nationaliste. Il y a de très beaux textes de Maurras qui défend, quand il y avait des campagnes contre Benoît XV, qui étaient présentés comme le pape Bosch. Et il y a des très beaux textes de Maurras qui défend le rôle de la papauté comme une force morale, spirituelle, qui est au-dessus des chocs des hommes. Et donc, ça me paraît, moi, très important de le rappeler qu'il y a quelque chose. Cette religion du patriotisme pose des questions. Il y a un très beau texte aussi qui a été réédité par nos amis de l'Homme Nouveau il y a quelques années, qui était celui du cardinal Veuillot, qui est un homme qui pourtant il a rendu son chapeau cardinalice en 1926 quand l'Action française a été condamnée. Il y a un très beau texte où il explique attention au patriotisme. La patrie n'est pas Dieu. La patrie n'est pas Dieu, il y a quelque chose au-dessus de la patrie. Et donc, j'y suis sensible aussi, ça a été cité, en 1916, il y a un chrétien, un catholique, qui n'était pas du même bord que nous, et je pense au bienheureux Charles d'Autriche, béatifié par Jean-Paul II en 2004. C'est un empereur qui a pensé l'avenir, qui a pensé l'avenir de l'Europe, qui s'est dit par-delà le flot de sang qu'était la Grande Guerre, il a voulu tendre la main à ses adversaires, qui étaient les Français et les Anglais. Cette main n'a été prise par personne. Et pourtant, il y avait quelque chose, à mon avis, de prophétique, de penser qu'il devait y avoir un avenir de l'Europe au-delà de la guerre. Il fallait qu'à un moment, les peuples se parlent parce que les armes ne disent pas tout. Charles Ier a été béatifié par Jean-Paul II. Ça a aussi du sens, à mon avis, pour un catholique aujourd'hui. Voilà. Donc je pense que, sans contradiction, il faut aussi faire le bilan critique de la pensée de nos pères. Ils ont vécu dans des contextes où on a peut-être réagi comme eux, mais je pense qu'il faut faire attention à la religion du patriotisme. C'est personnellement une expression qui, à la limite, moi, me gêne un peu. Voilà. Mais c'est un débat qui est ouvert, je le laisse ouvert. Merci. Vous êtes libre de ne pas d'accord avec moi. Merci.